chers amis du mouvement écologique, chers collègues de la Chambre des salariés, on a dit que c'est étrange de le faire de la sorte et de ne pas se voir, mais lors de la discussion, ce sera différent. Mais Blanche, je pense, l'avait déjà dit au départ, nous voulions donc essayer de le faire autrement, donc la situation sanitaire ne nous permet pas de le faire autrement. Chaleureuse bienvenue pour cette conférence, une conférence que nous aurons ensemble, Chambre des salariés et mouvement écologique, environnement et donc une vue écologique. Donc c'est important le point d'interrogation qu'il y a ici. Madame Kennermarx, bien sûr, pour nous luxembourgeois, c'est un thème important et un thème d'une actualité absolue, comme vous le savez, parce que nous avons une proposition du gouvernement devant nous et on prévoit donc l'introduction d'une nouvelle imposition, une imposition sur la consommation, et je ne vous cache rien, je dois le dire au départ, que pour nous, à Chambre des salariés, c'est un peu difficile de mener la discussion parce que nous ne sommes pas contre cette imposition, mais il y a un certain nombre de points qui sont encore à résoudre. Augmentation d'imposition, pour nous, c'est difficile parce que pendant ces temps de crise, et donc du point de vue économique et social, donc le pouvoir des gens devrait être renforcé plutôt que d'être affaibli à cause d'impositions augmentées. Et donc, on ne devrait pas avoir une augmentation de l'imposition, mais maintenant, donc il y a quand même eu cela. Pour nous, le CO2 peut être quelque chose d'injuste. Donc, comme toute imposition sur la consommation, donc la Chambre des salariés n'a pas été contre l'imposition CO2, mais a toujours dit si cela vient, alors il faut que ce soit donc compensé socialement. Donc il faut faire tout ce qui est nécessaire. Donc il ne faut pas donc ici toucher les revenus bas et les classes basses d'une manière exagérée. C'est ainsi que ça se présente. Et donc cela ne tient pas compte comme nous l'aurions souhaité. Donc si l'on prend des personnes qui gagnent peu, le personnel de nettoyage, les caissières, des gens qui doivent encore travailler tard le soir, et donc ce n'est pas, et qui rentrent tard, donc ce n'est pas bien compensé. Alors ces gens doivent avoir leur voiture et souvent ils ont des maisons qui sont plus mal isolées, et là il se pourrait que cette imposition donc charge cela plus que l'on ne voit cela par rapport au salaire élevé. Nous sommes contents que l'on a reconnu de manière générale qu'une mesure telle celle-là doit être accompagnée de manière sociale. C'est nécessaire pour l'acceptation générale auprès de la population. Et comment fait-on cela? Et là, je voudrais bien savoir ce que l'on va dire ce soir. Peut-être qu'il y a l'une ou l'autre piste qu'on va apprendre à connaître, savoir comment les modèles de compensation se font. Tel que c'est prévu chez nous, c'est plutôt difficile. Et donc, j'explique brièvement parce que ce qui est devant nous de la part de notre gouvernement est quelque chose qui n'est pas très transparent. C'est-à-dire, nous ne savons pas comment cette imposition CO2 va donc guider la consommation des clients, des gens. Donc l'impact climatique n'est pas chiffré et difficile à prévoir qu'est-ce que cela nous donne. Et ensuite, l'impact financier n'est pas clair. Nous ne savons pas ce qui se fera des revenus de cette imposition et comment on va compenser les choses. Et l'impact social, à notre avis, n'est pas clair. Et c'est ce qui est le plus difficile.
Comme vous le savez, une partie des mesures de compensation sociale se font à travers les participations contre l'augmentation. Il y a donc quelque chose qui est donné en cas d'augmentation, mais c'est une détérioration par rapport à ce qu'il y a eu en 2020, parce que pendant la crise Covid, on a doublé les choses et maintenant le dédoublement va disparaître et il y aura une augmentation qui est plus basse que ce que nous avions jusqu'à présent. Donc nous avons donc quelque chose qui est plus élevé et donc d'une manière générale cela ne tient pas compte des prix, des augmentations des prix à Luxembourg, et donc ce n'est pas quelque chose de social. Je ne voudrais pas dire trop quant au complexe luxembourgeois. Je voulais dire cela seulement pour clarifier pourquoi nous avons des problèmes quant à la discussion, mais encore une fois, nous ne sommes pas contre. Non, au contraire, nous soulignons donc tous les objectifs climatiques et nous voulons donner notre apport et trouver la meilleure solution possible. Pour cette raison, je suis heureuse de vous voir ici. Le senior économiste qui, donc dira ce qu'il en est quant à ces impositions. Vous allez nous expliquer quels sont les principes qu'il faut respecter et aussi donc pour suivre vos objectifs et quelles sont les mesures d'accompagnement qui sont nécessaires. Peut-être allons-nous parler du niveau communautaire et nous allons donc voir ce qui se passe dans d'autres pays. Merci de votre rapport. Merci à tous les participants. Merci Blanche. Merci aux collègues du mouvement écologique qui ont pris cette initiative. Merci de l'invitation, des aspects organisationnels qu'ils ont résolus. Donc beaucoup de choses se sont faites ces derniers jours. Et merci beaucoup. Merci Nora. Merci Sylvada. Donc merci des paroles gentilles. Merci à tous ceux qui écoutent. Je pense que nous entamons des voies à part et j'en suis fier. Donc c'est clair qu'actuellement, la Chambre des salariés et le mouvement économique écologique ne pourraient pas donner un point de vue commun, savoir comment nous voyons une imposition CO2. Donc Nora l'a dit aussi, donc la Chambre des salariés a fait des réflexions. Nous voyons peut-être d'autres nuances en tant que mouvement écologique. Et bien sûr, en tant que mouvement écologique, nous sommes heureux de voir que ça ira de l'avant. Et bon, là où je suis fier, c'est que qu'ensemble, on donc organise une soirée lors de laquelle on dira, bon voilà, nous ne devons pas au départ être d'accord sur tous les points. Nous allons commencer une discussion en commun. Nous sommes ouverts aux arguments et nous sommes ouverts pour réfléchir ensemble et d'écouter Madame Kettner. Et c'est ce qui fait une démocratie. On peut organiser une présentation sans avoir le consensus sur tous les points. Donc le rapport est quelque chose qui nous dit donc ce qui fait vers donc lorsque Nora Bach donc au départ présente ses réserves très clairement. Je pense que la Chambre des salariés et le mouvement écologique sont disponibles à dire oui. Nous avons des points à discuter. Nous allons donc avoir un échange ouvert pour la discussion. Ce que Mme Kettner va nous dire donc est quelque chose venant de la science et de l'analyse ne doit pas donc être intégralement celle de nous ou de la Chambre des salariés. Donc c'est un input donc, et je dois dire que je suis d'accord avec Nora lorsque du côté gouvernemental il y avait eu plus de chiffres sur la table normalement. Donc l'office statistique donc
aurait dû présenter quelque chose, donc des faits, des chiffres, qui est concerné où, et donc en ce qui concerne l'imposition, et une discussion de fond en profiterait, et nous espérons que les chiffres vont donc être ouverts. Voilà, pour ma part, Madame Kettner va faire une présentation d'une demi-heure à peu près, et Madame Kettner et moi-même nous avons dit que je vais donc l'interrompre si je pense qu'il y a des questions de vue luxembourgeoise qui doivent être présentées, ou si on utilise des concepts plus compliqués, ou lorsque j'ai une question où je dis que plusieurs personnes veulent la poser et nous pensons que ce sera plus vivant que d'avoir une présentation d'une demi-heure. Je ne suis pas impertinente si je vous interromps, Madame Kettner et moi-même. Donc, Madame Kettner, merci de votre input et nous attendons. Merci, bonne soirée à Luxembourg. Je suis content, je suis triste que je ne puisse pas être en ligne directement et la technique ne nous laisse pas tomber. Je vais essayer. C'est ma première épreuve de changer mon écran avec vous. Un instant. Ça devrait marcher. J'espère donc que ça y est. Oui, ça va. Bien. Pendant 20-30 minutes, donc j'ai préparé quelque chose concernant une réforme. Et je vais parler surtout des expériences et des conclusions internationales. Voilà ma présentation en 5 parties. D'abord, je voudrais être brève parce que donc je vais parler brièvement de la crise climatique, ensuite des instruments de la politique climatique. Je vais passer aux parties les plus intéressantes. Donc, il y a des initiatives internationales pour le CO2 et des exemples internationaux pour CO2 en Europe et au Canada. Et ensuite, je vais terminer par des conclusions. Je reviens à la première partie déjà, la crise climatique. Et je voudrais commencer d'abord avec ce qui s'est passé à Paris. Nous sommes dans une phase où le réchauffement donc augmente et pour cette raison les États donc se sont proposés comme objectif en 2015 de limiter donc l'augmentation sous de 2 degrés. Et donc il y a ici des demande 1,5, donc ça diminuerait le risque pour le changement climatique. Et il y a un certain nombre de raisons qui disent comment on peut arriver à cette 1,5, surtout les effets sur des systèmes comme ou donc l'augmentation de conditions climatiques extrêmes, donc les chaleurs et les inondations, et avec 1,5 d'augmentation de la température, c'est déjà important. Avec 1,5 degrés, donc il faut voir donc qu'il y ait une réduction rapide. Il faut réduire les gaz, les émissions de CO2, méthane, et l'apport le plus
plus important doit être dans le domaine CO2. Si nous voulons vraiment aller sur une voie compatible avec 1,5, il faut que les émissions des CO2 soient donc réduites. Et c'est important parce que lorsque nous parlons de ces gaz CO2 et donc les problèmes en Europe où nous avons plus de 2 tiers de ces émissions, ou plus, 3 quarts même, donc donne aussi des CO2 d'une manière générale. Ici, en bleu, CO2 de l'utilisation énergétique, d'autres donc importants, méthane et gaz. Donc la vue globale ici, donc si nous prenons l'Europe, ce n'est pas très différent. En Europe, c'est aussi, donc nous avons donc 80% qui sont CO2 et donc méthane et d'autres. À Luxembourg, nous avons une situation encore plus particulière. Ici, CO2 donc est pour plus de 90% de ces gaz échappants. Donc si nous regardons un peu quels sont les secteurs qui donnent le plus actuellement en Europe, nous voyons c'est toujours l'économie énergétique suivie par les transports et puis l'industrie où les émissions sont en diminution légère. D'une manière générale, c'est ainsi que lorsque nous parlons d'émissions CO2, une grande partie vient de l'énergétique, de la consommation, donc de les chauffages dans des voitures, pour l'électricité dans les centrales. Et donc à Luxembourg, nous avons donc une image encore différente. Donc nous avions une émission importante de l'énergie de l'industrie et depuis 90, donc les transports ont augmenté beaucoup et donc c'est plus de 60% donc des CO2 à Luxembourg. Voilà en ce qui concerne la base de fonds. Je passe tout de suite à la deuxième partie, la base pour les instruments de politique énergétique. Quels sont les instruments? Donc il y a des instruments économiques, par exemple, et le principe des instruments basés sur le marché, donc qui corrigent les mauvais prix, donc qui changent les prix relatifs d'un bien, et donc il y a donc un effet qui est fait donc un comportement climatique qui c'est plus élevé, et donc à ce moment-là donc ces biens de consommation sont réduits. Donc les instruments de marché sont efficaces du point de vue fret. Donc nous pouvons tous donner notre adaptation. Donc nous pouvons réfléchir ce qui serait adapté. Donc il faut donc que j'adapte mon style de vie. Où est-ce que je dois continuer cela de la même manière, etc. Et donc nous sommes en pleine matière. On avait dit que ce thème, le Luxembourg aime avoir un impôt, si vous voulez. Donc on passe à 25 à 30% donc, mais on ne corrige pas les faux prix. Donc quel doit être l'impôt CO2 si on veut dire nous voulons donc ici tenir compte de la réalité? C'est une question très difficile. Il y a beaucoup d'études économiques à ce sujet et en principe ça dépend du fait de savoir comment ceci peut se faire. Contre principe de base, donc quelle est l'importance dans le comportement que nous avons et aussi pour les générations futures, pour le cas échéant ici, de voir comment on doit en tenir compte d'une manière générale. Je dirais que les études donnent des valeurs relativement élevées, donc déjà dans plus 100 € par tonne. Et ce sont les chiffres que nous entendons aussi. Est-ce que vous diriez maintenant
qu'on ne devrait pas donc commencer par 20 euros, ou est-ce que vous direz que c'est un départ, c'est un début? 20 euros, c'est un cinquième de l'apport cité. D'une manière générale, je dois dire que c'est déjà une approche raisonnable avec un prix relativement bas pour que les consommateurs puissent s'adapter et les entreprises aussi, et donc pour qu'on puisse augmenter à long terme aussi. Je pense qu'on peut peut-être à 20 euros trouver déjà un guidage relatif. Donc il faut dire que la consommation de combustible se baisse relativement. Donc les consommateurs réagir à des changements de taux fiscal que des changements de prix. Donc non, il faut dire donc lorsque le prix augmente pour l'essence, donc les gens prennent moins. Mais si c'est sur base d'une imposition CO2, donc l'effet sera plus fort. Donc c'est un effet qui est appelé tax salience, et c'est expliqué par le fait qu'il y a un changement imposition et différent d'augmentation de prix, et que donc l'impôt montre la visibilité. Donc ok, et donc cela veut dire donc je reprends aussi des arguments qui ne sont pas les miens, mais je sais que lors de la discussion on les donnerait. Il y a aussi des gens qui disent qu'il y a une contradiction, ou un dilemme plutôt, pas une contradiction. Les indices d'impôt devraient être plus élevés pour que les prix soient réels. Et bon, les autres disent que si c'est trop élevé, c'est problématique pour nous. Est-ce que vous diriez que 20 euros pourrait déjà mener à une limitation pour les consommateurs privés et pour les entreprises? Donc je suppose qu'on ne peut pas se fixer par rapport à l'augmentation CO2. Donc vous dites les 3 ans ne suffisent pas. Je pense que c'est toujours mieux de fixer cela à long terme, parce que beaucoup de décisions d'investissement de consommation sont prises à plus long terme. Lorsqu'on s'achète un nouveau véhicule, par exemple, on ne le garde pas seulement 3 ans, et la même chose vaut pour les décisions d'investissement dans les entreprises. Là, nous avons aussi des horizons d'investissement plus lents. Et puis, Nora Bach a dit à juste titre qu'il n'y a pas toujours des alternatives disponibles. Donc, il n'y a pas toujours le transport public nécessaire. Et par rapport à ce point, vous dites que les acteurs peuvent opter pour une adaptation optimale. Mais ce n'est pas toujours possible. Qu'en est-il de cet argument? Eh bien, d'un point de vue purement économique, bon, il faut choisir entre les alternatives optimales disponibles. Optimale, cela ne doit pas forcément être une bonne alternative. En fait, si un instrument comme la taxation des CO2 doit avoir un effet, alors il doit y avoir une alternative. Et il faut évidemment développer les transports publics. C'est évident, parce que pour ceux qui vont au travail, ils doivent pouvoir le faire à des horaires justifiables. Et est-ce que donc le transport public gratuit ne contribue pas à une taxation des CO2? Non, je pense que la taxation des CO2, c'est une mesure importante dans le cadre d'un paquet global pour atteindre les objectifs climatiques à Luxembourg et en Europe. Et on doit voir ou essayer d'utiliser les recettes de manière à amortir des cas de rigueur. Et c'est très important de dire que la taxation de CO2 ne peut jamais sauver le climat. Il faut prendre des mesures accompagnatrices
comme par exemple le développement des transports publics. Mais la taxation de CO2 est inévitable à vos yeux. De mon point de vue, une tarification correcte des émissions de CO2, c'est un élément important dans la politique climatique. Bon, revenons à votre présentation. Et nous voilà arrivés au dernier point. Si je n'ai pas perdu mon fil, un dernier avantage, donc les éléments comme les tarifications de CO2, c'est que ce sont les acteurs qui causent les dégâts qui doivent payer. C'est le principe du pollueur-payeur. Et il y a un exemple pratique. Un autre exemple, ce serait le commerce des émissions de CO2 comme nous l'avons déjà en Europe pour l'industrie. Et puis, maintenant, ceci c'est une présentation très technique. En principe, d'après la théorie économique, et c'est important de dire que cela correspond à une théorie économique, il y a donc le commerce des émissions de CO2 qui vise à réduire les émissions au prix le plus faible pour minimiser les coûts. Donc, sous la supposition d'une théorie économique, cela mènerait à ce que tous les acteurs utilisent ou tous les acteurs auraient un accès optimal aux connaissances et connaîtraient tout par rapport aux émissions de CO2. Donc nous aurions les mêmes émissions et le même prix partout en Europe, la même tarification, le même prix pour les certificats, indépendamment de l'instrument qui est utilisé. Mais ce n'est qu'une théorie économique. En réalité, la politique doit choisir entre le coût dans le commerce des émissions et le coût des certificats et aussi le prix des certificats qui se retrouvent sur le marché. Ou en contrepartie, pour les taxations des CO2, il faut déterminer un prix pour les émissions et comme résultat voir comment les émissions changent. Et puis, le principe de taxation de CO2 ou d'une taxation écologique, cela remonte à l'économiste anglais Pigou. Et comme nous le savons tous, pour un impôt ou une taxation de CO2, le régulateur, donc la politique, détermine un taux qui est appliqué pour toutes les émissions. Et ainsi, les prix relatifs changent. Cela devient plus cher pour utiliser certains produits qui sont liés avec des émissions de CO2. Et ainsi, les acteurs doivent adapter leurs décisions de consommation. Et pour cela, il faut qu'il y ait donc des alternatives. Mais la politique s'est exprimée en faveur d'un commerce des émissions et d'une taxation des émissions de CO2. Oui, effectivement, en Europe, nous avons un système où les émissions de la production d'acier, par exemple, sont régularisées. Et entre-temps, dans toute l'Europe, nous avons des objectifs de réduction pour ce commerce des émissions. Et c'est donc un système européen. Sur l'ensemble de l'Europe, nous n'avons pas de taxation des émissions de CO2. Donc dans les autres secteurs, il y a des règles nationales et la taxation des émissions de CO2 jouerait un rôle important. Dans quelques États, cela a déjà été introduit. En Luxembourg, les grands émetteurs négocient aussi les émissions. Est-ce que c'est un phénomène européen ou est-ce qu'il y a des exceptions où des pays auraient dit nous allons faire les deux pour ceux qui émettent beaucoup de CO2?
Bon, ce n'est pas seulement le cas en Europe, mais par exemple aussi au Canada. Et il y a des secteurs qui sont concernés par le commerce des émissions qui ne seront pas concernés par les taxations de CO2. En Grande-Bretagne, par exemple, et en Hollande, on discute d'un taux d'imposition minimal pour les prix dans le commerce des émissions en Europe, donc des certificats pour les installations qui produisent des énergies. Là, il faut qu'il y ait un certain prix, et si ce prix n'est pas atteint, il y a un impôt à payer sur la différence, mais par principe, il y a un phénomène ou l'autre. Est-ce que vous pouvez dire que c'est un argument de dire que tout d'abord, les grands doivent payer, donc les émetteurs, ceux qui émettent beaucoup de CO2, avant de peser sur, ou de faire payer les citoyens individuels? Est-ce que cela fonctionne, ce système, ou non? Bon, est-ce qu'on ne devrait donc pas tout d'abord faire payer les grands producteurs? Bon, je pourrais parler longuement du commerce des émissions. C'est un sujet dont je me suis occupé pendant longtemps. Ce commerce a fonctionné de mieux en Europe et on voit que les émissions ont diminué dans un certain secteur en fonction aussi de la faible possession de certificats. Et en conséquence, le secteur industriel est sur une bonne voie. Nous l'avons vu. Mais le secteur industriel, ce n'est qu'un petit élément si on regarde les émissions globalement. Et dans de nombreux pays, c'est un fait que le trafic contribue de plus en plus aux émissions. Et nous avons vu qu'au niveau européen, la circulation routière a dépassé le secteur industriel et aussi à Luxembourg, le trafic est un émetteur central et en Autriche, c'est la même chose. Dans le secteur de la circulation, les émissions ont fortement augmenté et je pense que c'est un secteur où on peut très bien commencer avec une taxation du CO2. Bon, vous pouvez continuer. Donc je n'ai pas l'image, donc pour moi c'est toujours un peu difficile. Un concept que je voulais encore présenter à la fin, c'est la double dividende d'une réforme écologique. Ce qui est central pour l'introduction d'un impôt de CO2, c'est lorsque c'est introduit sans mesure de compensation. Et donc les recettes vont disparaître quelque part et vont être utilisées pour diminuer les dettes. Et cela menace aussi la compétitivité et l'emploi. Et cela peut aussi avoir des effets négatifs dans d'autres domaines. Maintenant, si l'impôt la taxation de CO2 est introduite dans le cadre d'une mesure sociale, cela peut avoir des effets positifs. Tout d'abord, avec la taxation de CO2, les effets directeurs sont réduits. Et si on profite des recettes de la taxation de CO2 pour compenser d'autres émissions ou pour réduire d'autres taxes sociales ou pour introduire un bonus écologique pour les ménages, à ce moment-là, il pourrait aussi y avoir des effets négatifs sur la compétitivité et sur l'emploi ou encore sur la distribution des revenus. C'est un point central. Donc, les taxations de CO2 doivent toujours être introduites avec des mesures compensatrices. Et là, il y a une réserve qui est censée se formuler, mais ce n'est pas ma conviction. C'est une réserve. Nous sommes d'accord, la Chambre des salariés et le mouvement écologique, il faut
qu'il y ait des mesures compensatrices et sous quelle forme est-ce qu'on pourrait le faire? On peut en discuter, mais par le principe, il y a un consensus total. Mais il y a des voix qui disent que si les gens reçoivent de l'argent en retour, cela va limiter l'effet parce que donc l'effet directeur va être supprimé et le même argument est utilisé dans le cadre d'un autre remboursement. Quel est votre argument pour répondre? Il faut dire que on ne doit pas partir de ce principe. Il faut estimer que des revenus plus importants en raison des remboursements vont quand même peut-être mener à un rebond pour les combustibles. Donc les gens ne vont pas dire je vais quand même recevoir la même chose en contrepartie pour le dépenser. Jusqu'ici, on n'a pas pu observer une telle politique. Bon, et puis nous avons bien passé la partie théorique maintenant. Nous passons aux initiatives internationales pour la tarification du CO2. Et là aussi, je serai très bref, et je voudrais tout d'abord vous montrer cette carte du monde réalisée par la Banque mondiale. Et sur cette carte, vous voyez en vert des pays ou des régions dans lesquelles le commerce des émissions se trouve peu avant son introduction ou a déjà été réalisé. En bleu, des pays qui ont introduit une taxe de CO2 ou qui sont proches de le faire, et en jaune, des pays dans lesquels on discute d'une introduction d'une taxation de CO2. Et dans les autres secteurs, ce sont des pays qui en sont encore loin. Et ce graphique montre que globalement, il y a déjà de nombreuses initiatives pour la tarification et la taxation de CO2 à côté de l'Europe, où nous avons déjà un tel système. Il y a aussi des initiatives en Amérique du Nord, mais aussi en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le graphique suivant, qui provient aussi d'un rapport de la Banque mondiale, donne un aperçu de l'évolution de ces initiatives au fil des années. Et d'un autre côté, on voit combien de pourcents des émissions de CO2 sont déjà soumis à un système de taxation de CO2. Et nous commençons en 1990, où il n'y a eu que deux exemples de taxation de CO2 jusqu'en 2004. Il y a eu des initiatives supplémentaires seulement en Europe, mais à un niveau relativement faible en relation avec les émissions globales. En 2005, il y a eu une forte progression avec l'entrée en vigueur des systèmes de commerce d'émissions pour régulariser les émissions de gaz à effet de serre. Par la suite, il y a eu des initiatives moins importantes en Europe et aussi en Amérique du Nord. Et à partir de 2012, on voit une forte progression d'initiatives individuelles et aussi une couverture pour les émissions de gaz à effet de serre. En 2020, nous sommes arrivés à 59 initiatives à travers le monde. En 2021, il y en aura 3 supplémentaires. D'un côté, le commerce national des émissions pour l'Allemagne et donc pour le trafic, et aussi le commerce chinois des émissions. Va aussi votre impôt ou taxation de CO2 à Luxembourg. Donc nous avons déjà un peu parlé de quelques objectifs. En fait, l'Union européenne s'est fixé des objectifs ambitieux. Et en fait, globalement, en Europe, jusqu'en 2020, les émissions doivent diminuer de 20%, jusqu'en 2030 de 40% par rapport à 1990, mais on parle déjà
de la possibilité de relever cet objectif à 55%. Et pour atteindre ces objectifs, les instruments basés sur le marché vont apporter une forte contribution. D'un côté, les émissions de l'industrie et de l'approvisionnement énergétique sont régularisées dans le système ETS en Europe, avec des objectifs sur l'ensemble de l'Europe. D'un autre côté, pour les émissions de ménages privés, pour les États membres sont compétents. Et là aussi, nous avons des objectifs de réduction d'émissions différents entre les différents États membres qui devraient pour 2030 atteindre 30% et jusqu'en 2020, 10% pour le Luxembourg. Pour 2030, ce serait 40%. Mais vous avez sans doute déjà des objectifs plus ambitieux et vous visez une réduction de 55%. Et maintenant, regardons un peu sur le domaine non ETS, donc le commerce des émissions qui ne concernent pas l'Europe. Et vous l'avez déjà vu, il y a des pays qui ont déjà introduit une telle taxe sur les émissions. En Espagne, malheureusement, il n'y a pas encore de taxation de CO2. Mais il y a des pays dans l'Union européenne qui ont introduit une taxation de CO2. Vous le voyez sur le graphique à droite. Ce qu'on constate, c'est que les taux dans ces pays sont fortement différents. Nous avons la Suède avec 115 euros par tonne de CO2 et d'un autre côté la Pologne avec moins de 1 euro par tonne d'émissions. Et là, on peut déjà parler d'une contribution symbolique. D'autres pays en Europe qui ne font pas partie de l'Union européenne ont introduit des taxations de CO2, la Suisse, le Liechtenstein, la Norvège et l'Islande. La Suisse et le Liechtenstein ont des taxations très importantes. Est-ce qu'il y a des remboursements pour des personnes qui ont un faible revenu? Dans la majorité des pays, est-ce que vous avez des précisions? Partout, il y a des mesures de compensation. Je voudrais y revenir un peu plus tard. Donc, nous allons reporter cette question à plus tard. Maintenant, ce que je voulais encore dire, si nous parlons de taxation de CO2, ce n'est pas comme si dans d'autres pays, il n'y avait pas de taxation sur le diesel ou sur d'autres combustibles. Et pour cette raison, vous regardez sur ce graphique les taux sur l'essence et le diesel dans les 28 pays de l'Union européenne. En gris clair, les taux sur le diesel et en rose, les éléments de CO2 qui ont été introduits dans différents pays. Et là, on voit dans l'ordre de grandeur que la taxation de CO2 est très inégale, avec l'exception de la Suède. Et ce qu'on voit aussi, si on parle du Luxembourg, c'est que dans le domaine du diesel, la taxation de combustible à Luxembourg est relativement faible en comparaison européenne. On peut aussi le voir sur ce graphique où il y a toujours les taux de taxation sur le diesel en janvier 2017. Et là, on voit que le Luxembourg est vraiment le pays avec les taux de taxation les plus faibles après la Lituanie, la Bulgarie et l'Espagne. Si on tient compte du pouvoir d'achat, à ce moment-là, effectivement, les taux de taxation à Luxembourg sont très faibles sur l'ensemble de l'Union européenne. Voilà pour les explications. Et maintenant, je voudrais quand même encore donner quelques exemples, des exemples internationaux pour la taxation de CO2 de manière concrète pour la Suède, la Suisse et pour terminer encore le British Columbia au Canada.
Bon, et nous commençons donc avec la Suède. La Suède, c'était un des premiers pays qui a introduit une taxe de CO2 sur les carburants et le chauffage. Cela a été fait en 91 et le taux d'imposition au début était de 24 euros par tonne de CO2. Entre-temps, on est arrivé à 115 euros par tonne de CO2. Et la taxe sur le CO2 a été introduite dans le cadre d'une réforme écologique. Ce n'était pas neutre sur le plan des recettes, donc les réductions des impôts étaient inférieures aux recettes et il y a eu une baisse des impôts sur le revenu et il y a eu une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'énergie. Il y a eu une introduction sur d'autres fournisseurs d'électricité ou d'énergie et il y a eu une introduction de taxation de CO2. Et depuis 1991, la Suède a effectué des pas supplémentaires pour diminuer l'impôt sur le revenu et pour augmenter la taxation de CO2. Et nous voici arrivés avec l'exemple de l'essence pour montrer comment ce taux s'est développé en Suède. En 1991, le taux a été introduit, la taxe sur le CO2 a été introduite et il y a eu une restructuration vers les taxations de CO2. Même chose en 92, puis il y a eu une légère reprise de la taxation de CO2 et aussi des taxations de l'énergie jusqu'en 2000 et à partir de 2000 jusqu'en 2005, effectivement, l'élément de la taxation de CO2 a fortement augmenté jusqu'à un certain degré pour réduire la part de l'imposition sur l'énergie. Et depuis 2005, nous observons une augmentation graduelle de la taxation de CO2 et une augmentation de l'élément sur l'impôt énergétique. Et je l'ai déjà dit, la Suède a cette taxe de CO2 qui a été introduite sur les carburants et sur les combustibles. Et jusqu'en 1993, il y a eu un taux de CO2 réduit pour l'industrie et l'agriculture. Et cette disposition est venue à échéance. Et maintenant, qu'est-ce qui est venu à la place de cela? L'industrie qui est saisie dans le commerce européen du commerce des émissions ne fait plus partie avec un taux de taxation réduit pour la production de calorifique dans le commerce européen des émissions de CO2. Et maintenant, vous voyez comment ces taux se sont adaptés au fil des années. Les ménages ont eu des émissions qui étaient 4 fois plus élevées que l'industrie. Il y a eu de légères adaptations dans le domaine, ou une forte augmentation dans le domaine des ménages. Et depuis 2014 jusqu'en 2018, il y a eu une adaptation pour les impôts entre l'industrie et les ménages et le secteur des services. Bon. J'étais trop rapide, oui, peut-être, pour l'interprète en tout cas. Quelque part, j'ai l'impression qu'il y a un graphique qui manque, mais donc il y a toujours une question de principe. Est-ce qu'on peut introduire une telle taxe sans vraiment freiner la croissance économique, sans que le système économique ne s'écroule? Et est-ce qu'on peut vraiment introduire une taxe de CO2 pour tout le monde? Et la Suède, qui a le taux de CO2 le plus élevé à travers le monde, pense qu'on peut le faire. C'est une présentation placative depuis 1990 et même depuis l'année 2000, les émissions de CO2 ont fortement diminué en Suède. En 2017-2015, on est arrivé à moins 26% et le PIB
Donc la performance économique a fortement augmenté de manière continue en Suède. Donc malgré la taxe de CO2, l'économie suédoise ne s'est pas écroulée. Et il y a toujours la question de savoir de ce qu'on entend par effet d'une introduction d'une taxation de CO2. Il y a des études par rapport à ce sujet, il n'y en a pas beaucoup. C'est aussi parce que c'est toujours difficile de dire quel est l'effet d'une taxation de CO2 ou d'autres mesures, parce qu'il y a toujours d'autres mesures qui sont prises parallèlement. D'un côté, la taxation de CO2, d'un autre côté, le développement des énergies renouvelables. Et donc, pour les premières années de la taxation de CO2 en Suède, on a supposé qu'il y a eu une réduction des émissions entre 3 et 5% avec la taxation de CO2. Et cela ne montre pas seulement la situation en Suède, mais on peut dire que par principe, l'industrie, mais aussi les consommateurs ont réagi à des changements au niveau de la taxation de CO2, aussi au niveau des prix de l'énergie en général. Pour les effets économiques, il y a peu d'études et une très grande étude, c'était l'étude Cometer qui s'est occupé de la taxation de CO2 qui a montré que en Suède, l'emploi a fortement augmenté avec aussi l'introduction d'une taxe de CO2. Puis mon prochain exemple, la Suisse, Madame Kettner, pour les remboursements aux ménages. Je voudrais dire que je sais que il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui se sentent freinés. Bon, disons que vous allez encore une fois y revenir. Eh bien, continuons. On passe à la Suisse. En 2008, il y avait donc eu imposition, non pas pour les transports d'ailleurs, mais pour le chauffage. Et ici, il y a des entreprises qui sont exclues de l'imposition. Donc la production d'électricité fossile, donc là, ils doivent compenser complètement les émissions. Et ce qui est une particularité de la Suisse, c'est que la Suisse adapte le taux dépendant des objectifs sectoriels pour ce qu'elle en veut avoir ou non. Donc, lorsqu'en 2008, l'imposition a été introduite, on avait 12 francs suisses, 10 euros à peu près. Depuis l'an 2018, nous avons la quatrième étape et nous sommes à 96 francs suisses pour la CO2. Donc les réductions sont utilisées pour une réduction des apports des assurances sociales pour les entreprises, pour un éco-bonus pour les marchés. Donc il y a pour tous les ménages plutôt, et donc on fait quelque chose, et donc il y a quelque chose pour un assainissement. Et pour la Suisse, les études montrent que on a eu une réduction des émissions. En l'année 2015, on s'attend à 0,8 jusqu'à 1,8 million de tonnes. Donc ce sont de 5 à 10%. Donc ce que je voudrais vous montrer dans ce contexte, c'est de savoir comment ceci se fait en Suisse. Et là, vous voyez comme ligne, donc pour 90, les émissions qui sont touchées par le CO2. Donc l'émission du chauffage, par exemple, entre autres. Et d'une manière générale, on peut dire que l'imposition donc par tonne de CO2 en Suisse,
En l'an 2012, l'objectif était que les émissions seraient donc réduites de 21% par rapport à 90. Cet objectif n'a pas été atteint. Et donc l'imposition a été augmentée à 60 francs suisses. Et un autre objectif était défini pour 2014. Là, les émissions de CO2 étaient au-dessus de 78% des émissions de 90. Et là, on est passé à 84 francs. Et finalement, en 2016, on avait donc atteint un seuil. Donc les émissions étaient au-dessus de 73% des émissions, de 90%, mais en dessous de 76%. Et à ce moment-là, donc l'imposition a été adaptée à 96 francs suisses. Pour terminer, Colombie-Canada. British Columbia au Canada. Donc là, il y a eu une introduction d'une imposition CO2. Il y a ici des systèmes dans tous les éléments. Et donc, on a introduit en 2008, comme en Suisse, pour l'énergétique, donc pour le chauffage et pour les essences. Et donc, on a commencé par 10 Canadiens par an. Et jusqu'en 2012, et donc on a augmenté régulièrement. Et en 2012, on était à $30 par tonne de CO2. Et c'est resté ainsi jusqu'à l'an 2018. Et depuis 2018, il y a à nouveau une adaptation de $5 canadiens par an jusqu'à l'an 21 où on a 50. À British Columbia, il y a moins d'exceptions, mais l'agriculture et les transports maritimes et aériens internationaux, c'est une libération qui est ici pour des raisons juridiques. Donc, pour des raisons juridiques, ça ne devrait pas être possible de prendre des combustibles, de les imposer pour les transports. Donc, qu'est-ce qui est fait à British Columbia avec les recettes? Donc, on a réduit les impositions pour les entreprises. Ensuite, pour les salariés, donc les revenus ont été baissés, de taxation ont été baissés. Et puis, il y a eu un éco-bonus des paiements pour les faibles familles et bien sûr pour les ménages qui habitent la campagne sont de bons liens avec les transports ou aux transports publics et les adaptations ne sont pas aussi facilement possibles. Et pour British Columbia, les études montrent, et il y en a beaucoup, que les effets macroéconomiques ont été négligés. Et que bien sûr on a une réduction qu'on a obtenue. Et j'en suis arrivé à ma conclusion. Et je dois dire que quant à un taux d'impôt, la base d'impôt, de savoir quels sont les secteurs qui sont imposés, etc. Et d'une manière générale, il faut dire que les recettes ne donnent pas seulement via un canal, mais il y a différents canaux pour le faire et il y a des options qui concernent les réductions pour les ménages, les entreprises, mais aussi les éco-bonus, mais l'encouragement de l'institution, les recherches pour l'énergie
Et il faut dire que l'acceptation d'une imposition de CO2 peut être augmentée via la visibilité lorsqu'il y a ici donc quelque chose de plus clair et lorsque les objectifs sont montrés et lorsqu'il y a une planification, une introduction qui donne aux entreprises la possibilité d'y être. Et donc c'est pour l'acceptation donc quelque chose d'important d'avoir la régressivité et les effets négatifs qui sont compensés et qui sont et là ici il y a une présentation graphique de l'Autriche et nous avons un projet qui montre différents scénarios pour une imposition en CO2 avec des taux différents, donc CO2 60 par tonne de CO2, une autre de 20 et l'adaptation de l'imposition énergétique et puis par tonne de CO2 en haut et vous voyez ici les effets de ces effets sur les différents quintiles. Donc le premier avec le revenu le plus bas des revenus, l'autre c'est 5 et le plus élevé. Et vous voyez ici que par l'introduction de ce guidage CO2, les revenus les plus bas et moyens seraient chargés parce qu'ils auraient une couverture avancée, mais nous avons simulé cela, donc comment on peut compenser. Voilà, nous avons supposé d'abord des paiements globaux pour les foyers et puis ensuite une réduction pour les entreprises. Et là, vous voyez très bien que les effets négatifs peuvent être vus au niveau bas et ceci même après la réforme écologique est important aussi en ce qui concerne la concurrence, donc le recycling est central. Vous voyez que ces études de simulation, les effets qui ont été simulés pour le PIB et pour différentes variables, et donc à gauche, lorsqu'il n'y a pas de recycling qui est fait, recyclage qui est fait, l'imposition mène à une réduction du PIB, et PNB. Et vous voyez les effets. Il y a une réduction des apports pour l'industrie et pour les services, ou une réduction de l'imposition et aussi des mesures de décharge, des éco-bonus pour les ménages. J'ai parlé beaucoup de revenus, mais c'est seulement une partie qui est importante pour les foyers. Donc il y a beaucoup d'informations importantes encore qui jouent. Il y a par exemple le chauffage, les voitures et le pays. Et vous voyez ici une évaluation du service budget autrichien où on voit ce qui augmente l'imposition dans les foyers, gaz, chauffage, charbon et éléments renouvelables. Et il faut dire que les ménages qui travaillent avec du pétrole ou avec du charbon, après une compensation, doivent avoir des pertes de revenus. Et ce sont des points que l'on doit voir dans une réforme d'imposition. Mais qu'est-ce que vous diriez si vous dites que ce n'est pas juste en partie? Parce que les gens ont des relations de loyer, où il n'y a pas de gaz ou d'autres choses. Mais comment répondez-vous à cela?
Donc il faut faire attention. Il ne faut pas penser qu'on peut seulement faire de la politique sociale. On a besoin de plusieurs instruments qui se touchent et ce serait bien d'introduire des encouragements supplémentaires pour échanger les vieux chauffages pour surtout les classes de bas revenus. Mais donc c'est si bon. Et c'est parce que les frais d'un nouveau système de chauffage ne peuvent pas être compensés par un éco-bonus, tout simplement. Bien. Les conclusions. J'ai déjà dit que pour moi, c'est quelque chose d'important pour les objectifs. Donc, il faut voir ce que l'on peut faire au niveau national. Donc, une imposition CO2 n'atteindra pas les objectifs. Il faut qu'on ait des instruments autres. Et donc, il y a aussi donc les transports publics, donc une planification plus juste du point de vue climatique. Donc, et il y a aussi des normes pour la nouvelle construction de bâtiments ou donc de véhicules mieux équipés. Donc il y a ici des éléments qu'on peut utiliser, atteindre. Donc les impositions CO2 peuvent réduire les émissions de CO2 et pour leur acceptation et pour le bon succès d'une réforme fiscale. Donc il faut voir donc comment on peut compenser les effets négatifs. Et pour cette raison, on a besoin d'un recyclage visé. Merci Madame Kettner, merci de cette présentation très détaillée. Et je voudrais vous remercier et j'espère qu'il y aura une bonne discussion. D'autre part, donc, je puis voir les questions et d'autre part, nous pouvons essayer de prendre les demandes de parole spontanées et nos techniciens se font remercier. Donc, ils vont passer les remarques. Donc ce sera un échange plus vivant que s'il y avait seulement peu de gens à voir. Donc une personne donc, qui fera la première remarque. Qui est-elle? Très brièvement, je dois donc que tout le monde puisse allumer la caméra, sinon on ne les verrait pas. Madame Kader, l'imposition, donc il faut la voir. Donc ça concerne tous les ménages. Donc que dites-vous? Donc le co-bonus, c'est ce qu'il faut compenser, l'imposition, donc comme on le souhaite, donc où il y a bon des crédits d'impôt, mais donc la restitution c'est autre chose. Donc le grand objectif c'est qu'il y a une imposition de consommation qui devrait être. Fred, pourquoi tenez-vous tellement à la TVA? Ce n'était qu'une variable que nous avons vue. Je n'aurais pas de préférence. Il y a de bonnes raisons d'introduire un tel élément d'imposition. Il faut voir que les ménages doivent être allégés, entre guillemets. Donc il ne faut pas que ça pèse trop lourd, encore plus lourd. Pour une transformation, nous avons besoin d'une imposition CO2 pour les instruments et nous avons besoin de mesures d'accompagnement, comme les soutiens, pour le chauffage, etc. Un éco-bonus est est un aspect de principe, donc tout le monde pourrait en profiter et les ménages économiquement faibles pourraient en profiter.
parce que donc ils ont une partie plus élevée de leurs revenus qui est dépensée. Et donc, mais bien sûr, en chiffre absolu, et un éco-bonus s'il est mesuré de la même mesure, de la même façon, profiter aux gens. Plus. Qui souhaiterait intervenir? Cédric, technicien, est-ce que les gens se sont inscrits? J'explique brièvement. Je dois prendre individuellement les gens pour qu'ils puissent mettre les caméras. J'en ai touché certains. Les autres pourront le faire aussi. Donc, j'ai fait une petite erreur lors de la préparation. Il faut dire que c'est un peu plus compliqué parce qu'une interprétation directe est faite, mais je pense que les petits des avantages, nous les avons parce qu'il y a une interprétation directe vers le français. Alors, où en est-on? Que fait-on? Madame Keter, bon, il y a une demande de parole. Donc tout le monde dit, lorsque vous parlez de l'imposition de kérosène ne fonctionne pas, on dit merde. Donc vous avez dit que ce n'est pas possible. Au niveau national, ce n'est pas possible. L'Union européenne devrait donc intervenir pour qu'il y ait des changements internationaux, mais c'est une question juridique en tant qu'économiste. Donc je dirais qu'il faudrait essayer donc d'avoir ceci. Donc on ne peut pas l'avoir au niveau national. Il faut que cela se fasse au niveau européen. Et donc l'aviation donc se trouve aussi dans le système intracommunautaire, les vols intracommunautaires. Sur le plan international, on veut aussi avoir quelque chose pour l'aviation. Donc je suis sceptique quant aux ambitions de ce système. Je serais pour que l'Union essaie ici d'avoir une imposition de kérosène pour l'aviation. Luxembourger Wort. Vous m'entendez? Le problème avec les impositions pour le commerce d'émissions, lorsque cela comprend tout, touche tout, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas préférer un commerce d'émissions pour résoudre les problèmes? Parce qu'au départ, vous avez dit que le commerce d'émissions, l'imposition CO2 peuvent avoir le même effet. Dans la théorie économique, oui. Dans la pratique, c'est plus difficile. Et c'est dû au fait, donc, ce que l'on a donc vu ici, c'est que dans le monde réel, donc nous ne pouvons pas agir dans un optimum théorique. Donc il y a des différences de prix très importantes. C'est aussi important pour les entreprises plus petites. Et donc le consommateur a besoin de sûreté de planification, donc on a besoin d'aspects lorsqu'on veut avoir un horizon de planification à long terme et lorsqu'on sait que dans 10 ans, donc il y aura tant d'impositions. Et lorsque nous parlons de l'énergie, c'est important de réaliser parce que nous avons de l'imposition pour le chauffage, pour les combustibles. Donc là, on peut voir ceci par rapport au CO2. La vidéo ne va pas venir. Je vais poser la question tant qu'elle. Donc merci beaucoup de cette présentation excellente. Et donc ce qui a aidé beaucoup.
Donc j'ai appris beaucoup de choses. Une question qui se pose, vous avez parlé du modèle suédois et vous avez dit que par l'introduction de cette task reform écologique, que l'emploi aurait augmenté. Donc là, vous devriez peut-être expliquer un peu mieux si vous me permettez de provoquer un peu l'économie pendant cette période. Je ne sais plus exactement quelle était cette période. L'économie a augmenté et donc l'emploi a augmenté peut-être aussi dans d'autres pays qui n'ont pas introduit cet impôt. Donc Raymond Freilinger qui sourit déjà, me fera dire que sans cette imposition, l'emploi aurait augmenté encore plus fortement. Vous pourrez peut-être expliquer quel est l'effet en ce qui concerne cela sur les effectifs dans l'emploi. D'une manière générale, pour que les études dans les écoles. Bon, je n'y ai pas participé directement, donc il y a eu des analyses et on a dit qu'à cause de la réforme CO2, donc il y a une augmentation. Et pour moi, c'est compréhensible parce que les recettes ont été utilisées pour que en Suède, donc, les frais du travail soient réduits. Et ceci a une augmentation des effets. À Luxembourg, on discute que l'assainissement des vieux bâtiments devrait être encouragé via l'imposition CO2, ce qui va bon. Vous avez donc suffisamment de gens sur le marché du travail, donc ça encouragerait donc ça. Ou est-ce que les mesures qui sont données pour utiliser les émissions, ou donc de voir cela par rapport au transport aussi, c'est plus intensif que la production de voitures automobiles. Oui aussi, donc c'est ainsi, lorsque je baisse les coûts de travail, donc la demande augmentera pour le travail. Nous avons vu donc la stratégie suédoise était donc justement de réduire les frais dans le contexte de l'imposition écologique. D'autres demandes de parole? Vous avez dit que les acteurs adaptent leur consommation. Est-ce que vous avez des analyses pour les classes plus élevées ou plus basses, ou est-ce qu'il n'y a pas d'analyse détaillée? C'est différent. Il y a différentes possibilités d'adaptation, il faut le dire clairement. Et je suppose, je me rappelle ici différentes études nationales. Donc il faudrait que je vois cela. Donc comment ils ont fait cela. Mais d'une manière générale, vous ne voulez pas vous prononcer? Oui, différentes classes ont donc eu des réactions différentes sur les prix. Oui, c'était très général. Donc, et pour cette raison, donc je dirais que les ménages donc faibles doivent donc être vus. Donc, ils ont un budget moins élevé et réagissent plus fortement lorsque donc il y a des effets d'imposition. C'est-à-dire que le conducteur d'une Porsche Cayenne ne réagit pas. Il pourrait réagir, mais il n'est pas obligé de le faire pour des motifs économiques. Donc, mais il a un prix plus juste pour son comportement. C'est la question de savoir si une imposition de CO2 donc permet, avec une imposition de tout atteindre, plus de justice sociale, des alternatives, des effets directifs. Donc là,
on étouffe un peu l'imposition. Donc il faut reconnaître que l'imposition atteint donc ici certains objectifs. Donc il faut voir la personne doit payer. Donc oui, je ne puis donc prendre qu'un élément ici, donc un fabricant qui est là pour l'imposition de véhicules, de véhicules avec une forte émission, avec une imposition élevée. On peut voir des systèmes bonus-malus où on préférera les uns ou les autres, où les impositions sont fortes d'un côté ou non. Et il faut réfléchir comment cela se fait et on peut spécifier les émissions. C'est là aussi dans ce domaine que nous ne pouvons pas échapper à cela. Et à moyen terme, nous devons voir si nous prenons toujours des voitures avec des moteurs comme nous les avons maintenant. Et il se pose la question de savoir si ce n'est pas plus social, si seulement des gens avec plus d'argent peuvent se permettre quelque chose. C'est pas le droit de l'homme, bien sûr, mais cela, il faut voir comment on le voit, justement. Encore des demandes de parole. Notre Cédric du service technique nous dit que les caméras marchent. Je veux dire quelque chose. Raymond Klein, c'est un journaliste luxembourgeois, une personne très réveillée. Ma question est de savoir, dans beaucoup de pays, c'est clair qu'à cause de l'imposition CO2, il y a beaucoup d'argent qui vient, ou à Luxembourg, c'est ainsi qu'au fond, que via les impositions basses, il y a beaucoup d'entrées. Par exemple, les impositions sur l'essence prises par les étrangers. Et si nous enlevons cela, donc nous ne pouvons pas faire de recycling. Qu'est-ce que vous en dites, Madame Gatter? Donc, d'une manière générale, en Autriche, nous nous trouvons dans une situation analogue. Donc, le tourisme, comme ça, des gens qui viennent faire les plats, donc c'est la même chose. Lorsque vous voyez comment c'est vu, et après l'introduction de cette imposition CO2, les prix du diesel et essence à Luxembourg sont clairement en dessous du niveau des pays voisins. Alors, à ce moment-là, ce qui aura un effet négatif pour le transport des marchandises et pour les recettes des impôts. Et bien sûr, je pense qu'à court et à moyen terme, ou long terme plutôt, moyen terme, long terme, donc les impôts CO2 vont devoir s'augmenter et ce serait bien de le faire à niveau européen. Il faudrait réfléchir. C'est une opportunité. Est-ce que je peux revenir à charge de manière indirecte? C'est un plaidoyer pour le tourisme de l'essence pour l'éternité. Ce serait souhaitable d'avoir un impôt de CO2 unique en Europe pour réduire ce sujet. Mais évidemment, il faut réfléchir. Si les combustibles ne génèrent pas seulement des recettes, mais sont aussi ajoutées au bilan énergétique du Luxembourg. Là, il y a à long terme une solution européenne qui pourrait s'imposer. Une question de... Rem, tu connais notre réponse. Dans le chat, on écrit que le découplage ne fonctionne pas. Et est-ce que la Suède apporte la preuve que cela peut fonctionner quand même? Oui, le découplage est possible, comme on le voit à l'exemple de la Suède et d'autres pays européens. Évidemment, il faut dire que c'était un bon pas dans la bonne direction,
mais en vue des objectifs à long terme, serait trop peu. C'est un point. Un deuxième point, on a vraiment besoin d'un mélange de politiques. La taxation de CO2 ne va pas nous permettre d'atteindre les objectifs. Paul. Merci, Madame Kettner. Maintenant, pour répondre à la question de Raymond Klein, pour lui donner une réponse. Le tourisme de l'essence ne génère pas seulement des recettes, mais cause aussi des coûts en matière d'infrastructures routières, en matière de santé, qualité de l'air, etc. Donc il y a aussi une étude du docteur Heinrichmann. Ce n'est pas comme si le tourisme de l'essence était seulement une bonne affaire. Oui, c'est une bonne affaire, mais il y a à côté des recettes, il y a aussi des dépenses. Et à court terme, c'est positif pour la caisse de l'État parce que les autres coûts ne sont attribués à personne, mais ces coûts existent et doivent être attribués au tourisme de l'essence. Bon, pour la destruction des infrastructures, le développement du réseau autoroutier, etc. Je pense que tôt ou tard, bon, que nous ne pouvons pas seulement toujours regarder les recettes, mais aussi jeter un regard du côté des dépenses et des coûts. Et donc ce n'est pas pour l'éternité, comme dit Raymond, parce qu'il y aura la mobilité douce. D'autres demandes de parole? Nathalie Royland avait une question? Oui. Merci de cette organisation et Madame Kettner de votre présentation très intéressante. Je ne sais pas si ma question est spécifique pour le Luxembourg, mais nous avons un énorme problème au niveau du logement. Et là, il y a les longs chemins pour aller au travail qui génèrent beaucoup d'émissions de CO2. Et pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre d'habiter à proximité de leur emploi, cette taxe de CO2 va rendre leur situation encore plus difficile. Et bon, je serais heureux si nous pouvions résoudre ou coupler les deux problèmes, parce que cela pourrait faire résoudre tout un problème, parce que les gens qui gagnent peu ont souvent des horaires de travail difficiles, habitent quelque part où ils n'ont pas de connexion au transport public, où ils ne peuvent pas prendre leur bicyclette pour aller au travail. Ou est-ce que vous avez un exemple où nous pourrions nous inspirer? Bien là, le British Columbia, c'est un très bon exemple avec des remboursements particuliers pour des gens qui habitent quelque part à l'écart, mais évidemment, il faut surtout améliorer le transport public. Donc, ce que Mme Royland a abordé à Luxembourg, c'est vraiment un problème. Parfois, on compare nos prix avec ceux de Munich et effectivement, beaucoup de gens sont heureux s'ils trouvent un logement, même s'ils préféreraient habiter en ville. Bon, comment est-ce que les exceptions ont été calculées? Est-ce qu'on a dit que tous ceux qui ont plus d'une heure pour aller au travail, ou comment est-ce que vous avez fixé des structures? Eh bien, je ne me rappelle pas vraiment en détail quels étaient les critères, mais les ménages dans le Nord ont eu des suppléments en raison de la température et il faut vraiment se demander quels sont des critères raisonnables. Je ne sais pas s'il y a un encouragement pour les navetteurs. En Autriche, nous avons cela, où il y a aussi les critères du temps pour se déplacer qui sont pris en considération. Et effectivement, on pourrait aussi
penser à une prime pour les navetteurs. Donc il faut disposer des données nécessaires. En Autriche, nous avons des données pour savoir quelles sont les distances que doivent couvrir les navetteurs, mais bon, je n'ai que trop peu de dates pour le Luxembourg. Pourquoi est-ce que l'éco-bonus, donc il y a aussi des charges administratives qui sont nécessaires. Pourquoi est-ce que l'éco-bonus ne suffit pas pour dire, voilà, on dit que les gens qui ont peu de revenus sont particulièrement concernés. Est-ce qu'ils ont droit à une compensation? Pourquoi est-ce que vous pensez que ce n'est pas suffisant? Quels sont vos arguments? Cela dépend de la répartition. Donc, si vraiment il s'agit de ménages à faible revenu dans des espaces urbains, alors ils pourront compenser avec le bonus. S'il s'agit de ménages à faible revenu qui habitent dans des régions rurales sans transport public, alors les coûts supplémentaires ne vont pas être compensés par le simple bonus. Mais il faut vraiment regarder quelles sont les situations des différents ménages qui sont concernés. Et par rapport à la taxation de CO2, il faudrait faire une analyse détaillée pour prendre des mesures pour savoir quels sont les ménages qui doivent surtout profiter de primes. Bon, je vois M. Allegrezza, je ne le vois pas dans la liste. Il a figuré dans la liste des participants. S'il était parmi nous, ce serait bien s'il pouvait se manifester. Sinon, je m'adresse à Thomas du Statec pour lui demander si vous disposez de ces dates, de ces données pour faire un calcul des charges. Est-ce que l'administration des statistiques dispose de ces données? Est-ce que tu peux nous le dire sans fournir une information interdite? Si tu es présent, il est toujours là, oui. Oui, eh bien, ces données existent, mais nous n'avons pas encore eu le temps de faire une analyse détaillée. Nous avons fait une analyse en fonction des revenus. Une autre analyse reste à faire. Et aussi en fonction de la situation ou des gens, ou de situation d'habitation des gens. Marc Charel, est-ce que on devrait demander cela de toute urgence? Bon, malheureusement, Nurabak a dû nous quitter il y a 5 ou 10 minutes, mais ce serait une aide dans la discussion si on disposait des données pour savoir quels sont les ménages concernés et quel serait l'effet d'un remboursement. Donc tout cela est objectif, mais on pourrait en arriver à une conclusion objective avec ces données. Cette analyse sera faite avant la fin du mois de décembre lors des débats sur le budget. Bon, la question était adressée à Thomas. Je ne sais pas s'il peut répondre ou non. Effectivement, le 8 décembre, ce sera publié. Mais ces données ont déjà été transmises aux différentes commissions de la Chambre des députés. Il faudra peut-être encore peaufiner l'analyse et faire une analyse encore plus précise où on pourra voir quelle est la grandeur des logements, etc. Tout cela devrait durer jusqu'au début de l'année prochaine. Ce sont des données que j'ai reçues il y a 2 ou 3 semaines et ça va prendre encore un certain temps avant de pouvoir les analyser. Jimmy Skenderovitch a une question. Oui, merci. Madame Kettner, vous avez dit plusieurs fois que une taxation de CO2 ne fait un sens que si elle est introduite au niveau européen ou serait efficace si on le faisait au niveau européen. En principe, cela vaut pour toutes les législations, mais le plus souvent, ce sont les pays qui l'exigent qui ne veulent pas
de taxation de CO2? Est-ce qu'on exige cela pour qu'on n'en obtienne pas? Cela ne veut pas dire que différents États membres... Bon, il y a des preuves au niveau de l'OCDE où une introduction de la taxation de CO2 a fait que les émissions de CO2 ont diminué. Ma question, est-ce qu'il y a des preuves dans les pays que vous avez cités où on a introduit une taxation neutre du CO2 comme au Luxembourg, par exemple, le crédit d'impôt devait être introduit ou augmenté. Donc, l'impôt sur le travail diminue. Et pour certains revenus, est-ce qu'il y a des preuves pour montrer que cette taxation a été introduite de matière neutre et a quand même été effective d'un autre côté? Absolument, oui. Et mes exemples devaient le montrer surtout en British Columbia, où nous avons eu une diminution des émissions de CO2 et qui a été effectuée avec l'introduction de l'imposition des énergies. Et nous voyons la même chose en Suisse. Là aussi, c'était bon, les seuls qui n'ont pas fait la même chose au début, c'était les Suédois pour sortir de la crise économique. Je suis plein d'admiration. Il y a encore beaucoup de gens qui participent à la discussion, mais je dirais quand même, il est 20h15, donc nous allons prendre encore une ou deux, trois ou quatre questions. Deux ou trois. Carole Thomas. Bonsoir. Donc, on a dit plusieurs fois que la taxation de CO2 ne permettra pas de résoudre tous les problèmes. Je suis d'avis. Je ne sais pas si vous partagez cet avis que si si vous voulez résoudre la crise écologique, nous devons passer à un autre système économique, que nous devrons nous écarter de la logique de la croissance éternelle. Maintenant, la taxation de CO2, c'est un instrument qui repose sur les systèmes du marché, qui dit que l'économie peut fort bien s'y habituer, mais qu'une taxation de CO2 n'est absolument pas contre la croissance économique, bien au contraire, cela va mener à une croissance supplémentaire parce qu'il y aura de nouveaux instruments, de nouvelles techniques, de nouveaux appareils dont on aura besoin pour s'adapter aux émissions de CO2 du côté de l'économie. Je me demande, est-ce qu'une introduction d'une telle taxation de CO2 ne va pas freiner la restructuration de notre système économique à long ou à moyen terme? Par principe, c'est une question que la société et la politique doivent se poser pour savoir dans quelle société, dans quel système économique nous voulons vivre à long terme. Je ne peux pas donner de réponse actuellement, mais je pense que pour la période transitoire, une taxation de CO2 peut apporter une contribution. Je ne pense pas que cette introduction va freiner quoi que ce soit. Bon, je dois dire que nous avons besoin des deux éléments. L'un ne pourra pas remplacer l'autre, nous avons besoin des deux. Encore une ou deux questions? Je vois un nombre limité de personnes qui demandent de prendre la parole. Ou alors, nous disons tout simplement que nous allons terminer. Je vais encore attendre brièvement. J'ai encore une question. On n'a pas parlé des consommations de CO2 indirectes, ce que nous importons au niveau des articles de consommation.
là, l'impôt prévu n'apporte aucune aide. Est-ce qu'on pourra aussi avoir des techniques pour combattre ce phénomène? C'est plus difficile. Là, nous nous dirigeons en direction d'un impôt compensatoire frontalier, mais c'est difficile de calculer quelles sont les émissions d'un produit importé. Et c'est une discussion européenne pour savoir comment on pourrait introduire un tel impôt compensatoire. Je ne suis pas juriste, je ne peux pas vous donner de réponse, mais évidemment, c'est beaucoup plus exigeant pour des porteurs d'énergie fossile pour savoir comment nous pouvons réaliser ou comment nous pouvons trouver une réponse à cette question. Voilà, je vais faire de la publicité. Nous avons encore un Zoom au mois de décembre et pour placer l'économie commune au centre de l'intérêt. Donc cela pourra être un bon élément dans cette discussion au niveau de la température, etc. Voilà, je pose la question une dernière fois. Est-ce qu'il y a encore des remarques ou des questions? Bon, il est 20h20. Vous avez bien fait de rester parmi nous aussi longtemps et j'ai vu que peu de personnes nous ont quittés pendant la présentation. C'était une présentation très instructive. Merci beaucoup. De notre côté, merci de la part du mouvement écologique et de la Chambre des salariés. Je ne sais pas si Sylvain Hoffman veut encore prendre la parole, et si ce n'est que pour dire bon appétit. Non, tu n'as rien à dire. Non, malheureusement, nous ne pouvons pas prendre le verre de l'amitié. Je voudrais aussi remercier le mouvement écologique pour l'organisation commune. Tout a bien fonctionné. Mais je pense qu'il reste quand même beaucoup de questions. Et au début, on l'a dit, et c'est aussi ma conclusion personnelle. C'est regrettable que le gouvernement n'ait pas eu une attitude transparente pour l'introduction de la taxation de CO2. C'est drôle si le Statec ne doit faire son travail que maintenant on aurait pu le faire depuis longtemps. Voilà. Et évidemment, la discussion serait beaucoup plus facile si on savait qui est concerné et quels sont les ménages qui utilisent encore du mazout, où est-ce qu'ils habitent et quelles sont les relations de propriété, comment peut-on réagir. Ce serait sans doute très important. Il faudra voir comment nous allons progresser en commun. Une dernière fois, merci à vous tous. Et dans une semaine, tout sera mis en ligne. Et vous pourrez aussi voir la présentation de Madame Kettner en ligne. Merci beaucoup et je vous souhaite bon appétit et Prost pour tous ceux qui sont chez eux. Merci beaucoup.